un système obsolète. Un système comme le corporatisme qui a perduré en France pendant des siècles, tout en ayant fait ses preuves, ne peut être qualifié d'obsolète. À ce jour, il n'y a qu'à observer toutes ces églises, ces cathédrales, ces anciennes bâtisses ou manoirs, ces cités médiévales entières encore debout comme Carcassonne, sans oublier tous ces meubles ancestraux encore fonctionnels, ou tous ces tissus, vêtements ou tapisseries ayant tenu jusqu'à nos jours. Mais aussi tous ces bijoux et toutes ces œuvres sculpturales, etc. Tout ce savoir-faire transmis durant des siècles et qui a permis le développement de notre civilisation sous la protection du régime monarchique nous donne un aperçu de la force de ce système. Nous parlons de plusieurs siècles où l'art fut porté aux cimes. Regardons notre pauvre République si vieille déjà, avec son économie sociale délabrée. Que propose-t-on aux jeunes pour demain ? Certes, le régime corporatif n'est pas non plus parfait, et comme tout système humain, il possède ses défaillances. Il connut même sa décadence dès la fin du XVIIe siècle, jusqu'à la Révolution de 1789. On reprochait, à juste titre, aux corporations d'être restées figées dans leur statut sans s'être adaptées à l'évolution de la société. Il était aussi devenu difficile d'accéder à la maîtrise. Les périodes d'apprentissage et de compagnonnage étaient devenues trop longues, il devenait de ce fait de moins en moins facile d'être incorporé. Les corporations étaient arrivées à un stade de réformation. Et c'est ce qu'il fallait faire, tout simplement. Imposer une adaptation des statuts des corporations aux besoins de la société, en obligeant une mise à jour périodique de ces statuts, afin que les corporations puissent répondre de façon permanente à leur rôle de bien commun. Mais malheureusement, en face, il y avait toute la littérature économique anticorporative et antiprotectionniste éditée en Angleterre, et représentée en France par le ministre Turgot, entre autres. Ce dernier profitera de l'affaiblissement du régime corporatif, non pas pour le réformer, mais tout simplement pour le supprimer, et imposer de facto son régime libéral. Sa première tentative se fit en 1776. Turgot, alors contrôleur général des finances, obtint du roi Louis XVI la suppression des communautés de métiers, avec l'édit de Turgot de 1776 supprimant les corporations. Mais par la suite, le roi Louis XVI, ayant compris son erreur, car ayant été très certainement mal conseillé et encore inexpérimenté, revint sur cet édit. C'est l'édit du roi, enregistré au Parlement, le 23 août 1776, qui reviendra sur l'abolition des corporations. Il se justifia ainsi devant Turgot. En faisant cette création, nous voulons donner aux ouvriers un moyen de défense. Nous voulons qu'ils puissent jouir en commun de leur intelligence, qui est le bien le plus précieux de l'homme. Mais cette réhabilitation ne durera pas. 14 juillet 1789, c'est la Révolution, et l'abolition des corporations sera décrétée moins de 2 ans plus tard, par le décret d'Allard du 2 et 17 mars 1791, qui déclare propriété nationale les biens corporatifs. Ce décret d'Allard faisait aussi du libéralisme économique le fondement du nouveau régime de travail, de la production et du commerce. Le 14 et 17 juin 1791, la loi Le Chapelier interdisait aux hommes de métier de s'associer en vue de former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. Cette loi s'inspirait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, dont Isaac Le Chapelier reprit des passages entiers dans son exposé. Les corporations abolies, le règne du libéralisme économique peut commencer. Et le 19e siècle nous offrira le spectacle lamentable de l'esclavage du prolétariat. Sachant que la loi de 1884 sur les syndicats n'a pas su résoudre la totalité des problèmes issus des lois révolutionnaires, et qu'à ce jour, c'est toujours l'argent qui dicte ces lois au monde du travail, alors le régime corporatif est plus que jamais d'actualité. Il représente même une réelle alternative d'avenir pour le monde du travail, supplantant de surcroît le libéralisme économique et le socialisme étatique. Utopique. Détruire des systèmes qui ont perduré pendant des siècles, comme le corporatisme ou la monarchie, afin de les remplacer par des systèmes totalement différents, aurait pu être qualifié d'utopique aussi. Pourtant, les révolutionnaires de 1789 ne se sont pas posé ce genre de questions.
ils ont su profiter de la situation pour pouvoir imposer leur idéologie et ont malheureusement réussi. Ce qui fonctionne dans un sens peut parfaitement fonctionner dans l'autre. D'ailleurs, à ce jour, nous pouvons citer le cas concret de la pratique d'un système corporatif en Alsace. Pourquoi cette partie du territoire français bénéficie-t-elle justement d'un système corporatif, contrairement au reste de la France ? Voici les explications ici du site strasbourg.eu. Lors de la Révolution française, la loi Le Chapelier, 1791, supprime les corporations pour favoriser la concurrence et la liberté d'entreprendre. Les privilèges alors attribués à une profession disparaissent. Mais l'Alsace et la Moselle vont hériter de la période allemande, 1871-1918, issue de la défaite de Napoléon III face aux Prussiens, l'organisation de l'artisanat dont elles bénéficient encore aujourd'hui. Les corporations libres ou obligatoires sont alors réintroduites, métier par métier. En 1919, la Chambre de métiers d'Alsace va jouer un rôle essentiel dans le maintien de ce système économique de proximité qui est unique en France. Encore aujourd'hui, elle est une émanation des corporations. En Alsace, en vertu des dispositions du droit local et plus particulièrement du Code local des professions, l'artisanat demeure structuré en corporation. Il subsiste toutefois quelques exceptions dans le Bas-Rhin. Toutes les entreprises d'un même métier inscrites au registre de la Chambre de métiers d'Alsace sont alors affiliées d'office à leur corporation, d'où une représentativité quasi absolue. La corporation a pour mission légale la formation, la promotion et la défense de la profession, et ce dans un esprit d'honneur et de solidarité. Aujourd'hui, la finalité politique a disparu, mais la volonté d'organiser les métiers sous cette forme demeure et fait partie intégrante de l'identité économique locale. Lieu d'échange et d'information, ces organisations professionnelles assurent également la transmission des savoir-faire, veillent à l'évolution et à l'adaptation des métiers aux conjectures et aux mutations, notamment dans le cadre de la gestion de l'apprentissage. On recense aujourd'hui 128 corporations en Alsace, dont 67 dans le Bas-Rhin. Elles regroupent environ 12 300 entreprises, dont 6 500 dans le Bas-Rhin. 31 corporations obligatoires relèvent de la surveillance du maire de Strasbourg, ce qui représente plus de 5 500 entreprises. Chloé Pacou, Mission Patrimoine et Caroline Gomez, Service Industrie, Commerce, Artisanat et Promotion des ZA. Nous vous invitons également à visiter les sites des unions des corporations artisanales du Haut et du Bas-Rhin, afin de vous faire une idée. Ces corporations d'artisans ne correspondent pas pleinement à celles que nous défendons, mais elles peuvent constituer à ce jour une base solide pour l'élaboration et le développement de la future société corporative que nous proposons à l'échelle du pays. On trouve également en France, en dehors du cas particulier de l'Alsace, d'autres métiers bénéficiant d'une forme de statut corporatiste. C'est le cas notamment pour les professions encore réglementées, qui sont le plus souvent d'anciennes communautés de l'université, comme la médecine, la pharmacie, le barreau, le notariat, les huissiers de justice, mais aussi les architectes, les experts comptables, les experts géomètres, etc. Il en va de même également au Québec, où beaucoup de métiers sont organisés en ordre ou en corporation, comme la Corporation des maîtres électriciens du Québec, par exemple. Nous le voyons bien, le système corporatif est loin d'être une utopie. Il n'est qu'un système endormi qui ne demande qu'à être réveillé et à être adapté à notre époque. Bien évidemment, il ne faut pas non plus se voiler la face. Les forces qui s'opposeront au développement d'un régime corporatif en France sont considérables. Elles se situent dans les milieux politiques, syndicaux et financiers. Il aura fallu une révolution pour abolir les corporations. Il en faudra une autre pour les rétablir. À vrai dire, ce n'est pas leur rôle d'imposer quoi que ce soit allant à l'encontre du bien commun ou de l'intérêt des consommateurs, qui se confond d'ailleurs avec l'intérêt même des corporations. Ce serait comme soupçonner qu'un pilote de ligne puisse, à la longue, décider de lui-même en plein vol de la destination finale de son voyage au détriment de celui attendu par les passagers. Ce serait totalement absurde. Ce n'est pas son rôle. Il en va de même pour les corporations. Ces dernières seront reconnues d'utilité publique
et c'est l'un des critères essentiels justifiant leur existence. Ça sera d'ailleurs inscrit dans les statuts de chaque corporation, et chaque membre devra s'atteler à respecter cet ordre des choses. Bien évidemment, la nature humaine étant ce qu'elle est, si une corporation assez puissante se comporte comme un lobby au détriment du bien commun, elle subira la pression à la fois de l'État, mais également des associations des consommateurs. Quitte à remettre en cause son existence en tant qu'organisation corporative, si elle devient sérieusement néfaste sans qu'un compromis ne soit possible. Il en va donc de l'intérêt des membres incorporés de ne pas laisser dévier leur corporation en institution malsaine pour les citoyens qu'elle sert. Servir et non se servir. Voilà l'un des principes fondamentaux inscrits dans les statuts des corporations que l'État devra faire respecter. Entendons-nous bien. Le régime corporatif a existé bien avant les dits régimes totalitaires, et c'est un régime qui a fait ses preuves. Les régimes totalitaires n'ont pas inventé le régime corporatif, et le leur ne correspond en rien à celui que nous proposons et défendons. Que ce soit Hitler, Mussolini ou Salazar, leur système corporatif était étatisé. Celui que nous défendons est libre, décentralisé, autonome et autodirigé par les hommes de métier. L'État en est le protecteur et n'intervient qu'en cas d'abus excessif. Quand on voit ce que le régime libéral, né des bas-fonds de la révolution de 1789, a engendré en matière d'inhumanité au sein du monde du travail, prolétarisation, esclavage et fusillade des ouvriers au XIXe siècle, immigration massive, délocalisation, règne de l'argent, désastre écologique, etc. Le fait que certains régimes totalitaires du XXe siècle aient pu s'inspirer d'une forme de corporatisme pour redresser leur économie est loin d'être un argument anticorporatiste valable. Il n'y a pas plus faux que cette affirmation. Pour ainsi dire, il n'y a pas de comparaison possible entre le syndicalisme tel qu'il est aujourd'hui et le corporatisme. Le syndicalisme est apparu en réaction aux conditions désastreuses du monde du travail, découlant de la logique du libéralisme économique ayant pris le pouvoir en France en 1791 au nom des idéaux de la Révolution. Même s'il est vrai que le syndicalisme a considérablement amélioré les conditions des travailleurs, au prix du sang parfois, il n'en demeure pas moins qu'il reste non pas l'unique solution aux problèmes engendrés par les libéraux, mais seulement une bouée de sauvetage. La différence fondamentale qu'il y a entre la corporation et le syndicat, c'est que la corporation est la gérante de l'épanouissement du monde du travail, là où le syndicat cherche plus à réparer les pots cassés. Le syndicalisme est apparu alors que le monde du travail était déjà gangrené par l'idéologie du libéralisme économique et sa logique d'esclavagisme des travailleurs qui en découla. Il est en quelque sorte un vaccin contre les symptômes du libéralisme économique, alors que la corporation n'aurait jamais laissé une telle idéologie s'installer au sein de ses institutions. Car il ne faut pas oublier que ce sont avant tout les travailleurs eux-mêmes qui gèrent les statuts de la corporation. La corporation est donc plus un système immunitaire contre les dérives d'un capitalisme sauvage et esclavagiste dont furent malheureusement victimes des ouvriers, entre autres, au XIXe siècle. Face à ce capitalisme, le syndicalisme n'est qu'un bouclier, là où le corporatisme fait office d'armure complète. C'est la raison pour laquelle les libéraux de la Révolution ont cherché rapidement à faire disparaître l'institution corporative du monde du travail, car cette organisation était pour eux un sérieux frein pour l'épanouissement du règne de l'argent. On nous rétorquera que si la corporation était aussi forte et protectrice des métiers et professions, alors comment expliquer qu'elle ne sut résister aux assauts répétés des libéraux ? Certes, tout système humain a ses défaillances, et en cette fin du XVIIIe siècle, il est vrai que le régime corporatif avait fini par se scléroser. Mais sa chute s'est amorcée au bout de combien de siècles d'existence ? N'oublions pas que le régime corporatif vient du fin fond de l'époque médiévale, elle-même héritière des bâtisseurs antiques, et qu'il a fait ses preuves. Et à ce jour, nous souffrons toujours de sa disparition. Les grèves, les manifestations, la mainmise des banques et de la haute finance, l'exploitation de l'immigration, les délocalisations, les taux élevés de chômage, etc. Tout ça, ce sont les conséquences de la chute du régime corporatif.
S'ajoute à cela le fait que le syndicalisme n'a jamais cherché à résoudre le problème de la division entre le capital et le travail, soit entre patrons et ouvriers. Bien au contraire, le syndicalisme ne cherche qu'à vivre de cette division, favorisant l'émergence d'idéologies s'appuyant sur cette lutte des classes. En somme, diviser pour mieux régner. Alors que la corporation ne doit pleinement son existence que dans l'alliance entre le capital et le travail, afin d'unir ces deux forces pour l'épanouissement des métiers et des citoyens eux-mêmes. À ce jour, les syndicats qui ne doivent leur existence qu'à leur capacité à unir les travailleurs afin qu'ils puissent mieux se défendre face à un patronat gangrené par l'idéologie mercantile n'ont fait que se multiplier, avec pour conséquence de diviser les travailleurs. Soit l'effet inverse du rôle principal du syndicalisme, fonctionnant un peu comme les partis politiques. D'ailleurs, certains syndicats sont idéologiquement affiliés à ces partis politiques. Pour résoudre les problèmes du monde du travail, il faut redonner l'autonomie et responsabiliser les travailleurs dans leurs métiers et professions. Sceller l'alliance entre capital et travail vers un même but, le bien commun du métier, des travailleurs et donc des citoyens, et par extension, celui de la nation. Désidéologiser les syndicats afin de les recentrer sur l'essentiel, les salariés et l'épanouissement du métier. Favoriser un patronat issu du métier et non d'écoles technocratiques. Rendre les travailleurs propriétaires de leur métier. Décentraliser l'économie interne des métiers en créant des banques corporatives indépendantes de l'État et des lobbies financiers et assurant un patrimoine à chaque métier. Et ça, aucun syndicat à ce jour n'est à même de pouvoir le proposer. La seule chose qu'il les propose, c'est de faire des grèves et mendier des allègements auprès de l'État pour ce qui est des décisions politiques de ce dernier émanant de la haute finance qui pilote tout. Ils font donc aller beaucoup plus loin que le syndicalisme. Il faut atteindre le niveau corporatif de l'organisation du monde du travail. Là se trouve la vraie solution, efficace à nos maux. Oui et non. Disons que les corporations pourront fournir aisément les travailleurs nécessaires aux industries. Par exemple, l'industrie automobile fera appel à la corporation des métallurgistes, de la robotique, des électriciens, des mécaniciens, etc. Tout ce dont elle aura besoin pour le bon fonctionnement de son industrie. La question qu'il faut d'abord se poser, c'est est-ce que tout est industrialisable ? Et c'est d'abord à cette question-là que les corporations devront répondre avant de fournir leurs forces au secteur industriel nécessaire. Mais s'il n'est pas nécessaire, alors le système corporatif n'aura pas sa place dans l'industrie incriminée. Prenons justement le cas concret de l'agriculture. Tout commence en 1959, avec le comité Rueff-Armand. Jacques Rueff, un économiste libéral, et Louis Armand, ingénieur, eurent pour mission de réfléchir et de rendre avis et propositions sur la suppression des obstacles à l'expansion économique. Le comité remit ce rapport au Premier ministre Michel Debré le 21 juillet 1960. Dans ce rapport, voici ce qui fut mentionné au sujet de l'agriculture. Le mécanisme des prix ne remplira son office qu'en infligeant aux agriculteurs, presque en permanence, un niveau de vie sensiblement inférieur à celui des autres catégories de travailleurs. Le but était de sacrifier l'agriculture au profit de l'industrie. Il fallait faire des agriculteurs une sous-catégorie de travailleurs afin de les forcer à quitter leurs terres et faire d'eux une main-d'œuvre abondante dans le secteur industriel. Ceux qui resteront devront se soumettre à l'agriculture intensive afin de combler le vide. Bref, soumettre l'agriculture à l'industrie afin d'éliminer le dernier des métiers libres. Malheureusement, la suite, nous la connaissons. Ce sera la désertification des campagnes et la mise en œuvre d'une agriculture intensive destructrice de la nature. L'agriculteur et scientifique Philippe Desbrosses décrit parfaitement bien les conséquences dans son « Nous redeviendrons paysans ». Les animaux, séparés de leur mère au plus tôt, vivent entassés ou isolés dans une claustration continue. Selon les nécessités de la production, on perturbe volontairement leur cycle naturel. L'heure de l'éclairage artificiel, de la mue provoquée, du jeûne forcé, des manipulations génétiques permettant d'augmenter le nombre d'œufs, la rapidité de l'engraissement et l'activité reproductrice, qui ne sont désormais que les plus doux des sévices. Veaux,
poules, canards, pintades, cailles, dindons, faisans doivent être opérationnels toute l'année, occuper le moins de place possible pour rentabiliser les bâtiments et la main-d'œuvre. Retranchés du monde, ils ne sauront jamais rien de la pluie, de la neige ou du vent, ni du soleil ou des nuages. Dans un univers déshumanisé, où la seule loi est celle de l'efficacité, ils ne doivent que manger, pondre, engraisser ou reproduire. Ces pratiques induisent de nouvelles pathologies parmi les animaux poussés jusqu'à l'extrême limite de leur résistance physiologique. Certains craquent en période de finition, crise cardiaque, cannibalisme. Les animaux se battent ou s'entretuent. Pour remédier à ces déviations du comportement, on met des muselières au porc. On leur donne des chaînes à ronger comme exutoire à leur surcroît d'agressivité. Ou plus souvent, on leur injecte des tranquillisants. On coupe le bec des poules pour éviter qu'elles ne s'arrachent les plumes, ce qui leur pose ensuite un problème pour se nourrir. Extrait de « Nous redeviendrons paysans » de Philippe Desbrosses, page 57-58. Etc., etc. Et tout ça pour aboutir à la conclusion qu'il faut en revenir aux anciennes méthodes d'agriculture, à savoir celles que l'on désigne plus couramment sous l'appellation d'agriculture biologique. Sans oublier l'état de nos sols. Lorsque nos sols appauvris ne pourront plus donner le nécessaire vital, que ferons-nous ? Selon Claude Bourguignon, spécialiste de la microbiologie des sols, l'état désastreux des sols ne nous permet déjà plus de faire vraiment de la culture, pour autant que cela consiste encore à faire pousser des plantes saines. Tout ce que nous sommes actuellement capables, c'est d'essayer, par des moyens chimiques, de maintenir en vie des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Voilà la conséquence de l'industrialisation d'un secteur qui n'était pas fait pour ça. Tout n'est pas industrialisable. Respectons ce qui doit rester à échelle humaine. Les corporations fourniront à l'industrie ses hommes de métier, mais elles resteront à l'échelle humaine, pour un monde du travail respectueux des hommes et de l'environnement.